Bonjour à tous, merci beaucoup de nous avoir rejoints. Bienvenue au nom de la Société sénégalaise de néphrologie, de dialyse et de transplantation. Je suis Mohamed Dahaba, néphrologue à Nyoum, et très honoré d'être le modérateur de ce jour. En une heure, nous parlerons des troubles minéraux osseux au cours de la maladie rénale. C'est une entité pathologique qui est très fréquente, comportant un grand nombre d'anomalies biochimiques et hormonales avec un retentissement osseux et cardiovasculaire. Les moyens d'investigation et l'arsenal thérapeutique actuel doivent permettre une prise en charge adaptée à la plupart des situations. Aujourd'hui, nous sommes très ravis d'accueillir le professeur Gabriel Choucroune, professeur des universités du CHU des Amiens, un service spécialisé dans la prise en charge des pathologies métaboliques et des troubles phosphocalciques. Et professeur, il est membre de plusieurs sociétés savantes et co-président de la Société francophone de dialyse. Pour résumer un tout petit peu la bibliographie, je peux me permettre, cher professeur, de dire que c'est l'ambassadeur de la néphrologie francophone, parce qu'il ne cesse de nous accompagner dans le cadre des formations continues, surtout à Dakar et tout récemment en Côte d'Ivoire, avec vraiment de très brillants exposés. Il nous parlera vraiment de ce thème qui est d'actualité. Mais quand même, avant de donner la parole à notre professeur, j'ai 2 ou 3 points à souligner, au moins pour que ce webinaire puisse se passer dans les meilleures conditions. Dans un premier temps, je demande à tout le monde de couper leur micro le temps que le professeur puisse présenter et faire sa présentation, afin d'éviter les interférences, et de ne pas hésiter aussi à poser des questions dans la boîte de dialogue qui est en bas de l'écran. Et une question-réponse sera également organisée à la fin de la conférence. Et certainement pour les retardataires, un lien quand même vous serez envoyé dans nos groupes scientifiques, au moins pour essayer de revoir encore l'exposé. Pour ceux qui nous viennent de nous prendre en charge, donc vous êtes les bienvenus sur ce webinaire sur les troubles minéraux osseux au cours de la maladie rénale, présenté par le professeur Gabriel Choucroune et comme présentateur Dr Dahaba. Maintenant, si tout le monde est prêt, nous pouvons commencer. Professeur, je peux vous repasser la main. Oui, merci beaucoup. Merci pour cette présentation, pour cette introduction. Donc, je travaille effectivement à Amiens. On va parler des complications minérales et osseuses au cours de la maladie rénale chronique, plus particulièrement de l'hyperparathyroïdie, mais on fera aussi les autres complications. Très bien, on y va. Ok. Allez, on reprend. Donc, je vous ai parlé de ce schéma qui résume un petit peu la physiopathologie avec la baisse du calcitriol, l'augmentation du FGF23, la baisse de la filtration du phosphate. Tout ça explique l'hypocalcémie, l'hyperphosphatémie et la baisse de vitamine D. Ces 3 éléments augmentent la synthèse de PTH, donc sont responsables de l'hyperpara qui va avoir un effet sur l'os. Et je reviendrai là-dessus de toute façon. Alors, je commence par la vitamine D, qui est produite surtout au niveau du rein, et dont la production, quand il y a une insuffisance rénale, diminue. La vitamine D active, c'est le calcitriol, et on va le voir sur le schéma d'après, que sa régulation est assez fine. La baisse de synthèse du calcitriol dans l'insuffisance rénale est liée à la baisse de la filtration glomérulaire. Elle est liée aussi à la diminution du nombre de cellules tubulaires proximales fonctionnelles, puisque c'est cette cellule
qui contient l'enzyme clé de la régulation du calcitriol. Diapositive un peu compliquée qui vous montre que la vitamine D est activée par le soleil au niveau de la peau à partir d'une provitamine D. L'activation, le métabolite actif va passer dans le sang, être activé une deuxième fois, au niveau du foie par une 25 hydroxylase. Et le métabolite produit, c'est la 25 hydroxyvitamine D qui passe dans le sang, est activé au niveau du rein par l'enzyme clé qui est la 1-alpha hydroxylase ou CYP27B1, qui est l'enzyme régulée et donc qui est présente dans les mitochondries des cellules du tube proximal. La régulation se fait au niveau de la PTH. La PTH augmente, active l'activité de cette enzyme et donc favorise la production du calcitriol, alors que le FGF23 ou le calcitriol lui-même, par un effet de rétrocontrôle négatif, va inhiber l'enzyme et donc diminuer la production de calcitriol. Le calcitriol est actif, va être transporté par une protéine de transport, rentrer dans la cellule et va se fixer sur son récepteur et activer les gènes qui sont impliqués dans le métabolisme de la vitamine D, notamment des gènes de transporteurs de calcium et de phosphate au niveau du tube digestif. Et le calcitriol peut être inactivé par une autre enzyme dont on ne va pas trop parler aujourd'hui. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que le calcitriol est produit surtout par le rein grâce à cette enzyme 1-alpha-hydroxylase, et la 1-alpha-hydroxylase est activée par la PTH et inhibée par le FGF23. Alors, sur ce schéma, vous avez le tube digestif avec au niveau du duodénum l'effet de la vitamine D qui va, en agissant sur des transporteurs de calcium, TRPV5, TRPV6, permettre l'absorption digestive du calcium alimentaire. On mange du calcium, les laitages, peu importe. Si on n'a pas de vitamine D, on va absorber très peu de calcium et le calcium va être éliminé. Si par contre on a de la vitamine D va permettre le transport du calcium, son absorption. Le calcium passe dans le sang et puis après va pouvoir aller au niveau de l'os. Pour le phosphate, c'est pareil. Les transporteurs, évidemment, ne sont pas les mêmes. Le transporteur intestinal du phosphate, c'est sodium phosphate de type 2B, donc NAPI 2B. Et si vous avez de la vitamine D, vous allez absorber le phosphate alimentaire qui va lui aussi passer dans l'os avec le calcium, former les cristaux d'hydroxyapatite et solidifier l'os. Ce transporteur NAPI2B peut être inhibé par un médicament qui s'appelle le nicotinamide, qui est très peu utilisé parce qu'il est mal toléré. D'accord? Donc là encore, PTH active la vitamine D, FGF23 inhibe la vitamine D et empêche donc l'absorption de phosphate au niveau du tube digestif. Au niveau du rein, un peu de physio au début, puis après on va passer à autre chose. Au niveau du rein, le calcium est filtré par le glomérule. Il va être... Oh là là, il y a du bruit, il y a du bruit, il y a du bruit. Le calcium est filtré au niveau du glomérule. Il va être réabsorbé au niveau du proximal et de la partie débutante de l'anse de Henle. Et ici, ce n'est pas régulé. Par contre, la réabsorption du calcium au niveau notamment de la partie ascendante de l'anse de Henle et surtout à partir du tube collecteur va être régulée notamment par la PTH qui va favoriser la réabsorption et donc diminuer l'excrétion du calcium et par les thiazidiques, etc. De l'autre côté, vous avez le phosphate qui lui aussi va être filtré, réabsorbé au niveau du proximal, mais aussi au niveau du distal, réabsorption qui va être inhibée par le PTH et inhibée par le FGF23 qui va donc entraîner une phosphaturie. Donc la PTH diminue l'excrétion du calcium, la PTH et la vitamine D augmentent l'excrétion du phosphate en diminuant sa réabsorption et le FGF23
augmente l'excrétion du phosphate en diminuant sa réabsorption. Donc le FGF23, je vais en parler rapidement. Pourquoi? Parce qu'il est très important, mais pour l'instant, on n'a pas de médicament pouvant moduler son taux plasmatique, sa sécrétion, et dans les recommandations, il n'est pas proposé de doser le FGF23. Mais globalement, c'est une substance qui est produite par l'os, 250 acides aminés, qui a un effet essentiel au niveau du rein pour entraîner une augmentation de la phosphaturie. Le FGF23, pour être actif au niveau du rein, doit se fixer sur son récepteur et avec un cofacteur qui s'appelle Cloto. Il faut les deux pour que le récepteur soit activé et les effets soient importants sur l'inhibition de la synthèse de calcitriol, l'augmentation de l'excrétion du phosphate en agissant sur l'expression des transporteurs du phosphate et en agissant au niveau de la PTH, de la sécrétion de la PTH. On y reviendra. Il y a un peu de bruit, mais ce n'est pas grave. Alors, on sait depuis une trentaine d'années que l'hyperphosphatémie va entraîner une augmentation de la prolifération des cellules parathyroïdiennes et entraîner une synthèse accrue de PTH. Donc contribuer à l'hyperparathyroïdie secondaire. Ici, c'est une étude chez l'homme où on a dosé, on a mesuré, on a enlevé les glandes et on les a. Non, c'est chez l'animal, pardon. On a enlevé les glandes parathyroïdiennes et on les a pesées. Et on montre que si on met les animaux à un régime riche en phosphate, pauvre en phosphate, etc., on va avoir, si les animaux sont soumis à un régime riche en phosphate, on va avoir une augmentation du poids de la glande, donc une prolifération des cellules. Ici aussi chez l'animal, où on regarde la synthèse de PTH selon l'utilisation de régime normal ou pauvre en calcium. Si vous mettez les animaux à un régime pauvre en calcium, vous allez induire une hypocalcémie et augmenter la synthèse de PTH et augmenter la prolifération des cellules parathyroïdiennes. Donc, pour résumer ce que je viens de dire, qui est un peu compliqué, mais sur ce schéma, c'est facile, vous avez au milieu la glande thyroïdienne. Les 4 petites parties orangées là sont les parathyroïdes. Et lorsque la fonction rénale s'altère, vous allez avoir une augmentation du FGF23 qui, lui, va augmenter la synthèse de PTH, une diminution du calcitriol qui va inhiber la synthèse de PTH, la diminution du calcitriol, favoriser la synthèse de PTH, pardon, la diminution du calcitriol va entraîner une hypocalcémie qui elle-même, via le récepteur sensible au calcium, va entraîner une synthèse accrue de PTH et l'hyperphosphatémie va entraîner une synthèse accrue de PTH. Donc les 3 éléments importants qui vont expliquer l'hyperparathyroïdie secondaire sont la carence en vitamine D, l'hypocalcémie, l'hyperphosphatémie. Et donc bien évidemment, on va le voir ensuite dans la partie prise en charge traitement. Pour traiter une hyperparathyroïdie secondaire, on va essayer de corriger la carence en vitamine D, corriger l'hypocalcémie et corriger l'hyperphosphatémie. On sait que l'expression du récepteur à la vitamine D diminue dans l'hyperparathyroïdie secondaire. C'est ici un travail japonais. Vous voyez encore, ça fait 30 ans qu'on sait ça. Vous avez ici les cellules qui expriment le récepteur à la vitamine D. Dans l'hyperparathyroïdie modérée, on est là. Dans l'hyperparathyroïdie sévère nodulaire, on est là. Diminution de l'expression. Ce qui veut dire que chez un patient qui a une hyperparathyroïdie sévère, si vous donnez de la vitamine D pour freiner l'hyperpara, vous serez moins efficace que si l'hyperparathyroïdie elle est débutante, parce qu'il y a moins de récepteurs et donc les cellules sont moins sensibles à l'action de la vitamine D. Ça, c'est le récepteur sensible au calcium qui va bien sûr être régulé par l'hypocalcémie. Donc,
et qu'on peut moduler en utilisant des calcimimétiques. Le récepteur sensible au calcium, son expression au niveau des cellules parathyroïdiennes diminue avec la sévérité de l'hyperpara, ce qui fait que là aussi, dans l'hyperparathyroïdie secondaire sévère, il va falloir utiliser plus de calcium pour freiner l'hyperpara que dans l'hyperparathyroïdie modérée ou chez le patient ayant eu des fonctions parathyroïdiennes normales. Donc, je reprends mon schéma. Augmentation de synthèse de PTH du fait de la carence en vitamine D, du fait de l'hypocalcémie, du fait de l'hyperphosphatémie, et ces éléments sont modulés avec l'âge, la présence d'un diabète, avec l'inflammation, avec le stress oxydatif. Et donc tout ceci va expliquer l'hyperparathyroïdie plus ou moins sévère que l'on observe au cours de l'insuffisance rénale chronique. Alors quelles sont les conséquences? Comme ça a été dit dans l'introduction, les conséquences, elles sont métaboliques en bas, elles sont osseuses à droite et elles sont cardiovasculaires à gauche. Les patients qui ont une insuffisance rénale chronique ont des désordres métaboliques qu'on vient de voir, une élévation de la PTH, du phosphore, du FG23 et une diminution du calcium et de la vitamine D. Ils vont avoir des effets osseux qui sont liés à un turnover accéléré, l'hyperparathyroïdie, ou un turnover diminué, l'ostéopathie adynamique, et tout ceci va être analysé en regardant le volume osseux, la minéralisation et des marqueurs, des marquages notamment au tétracycline. On va en reparler rapidement après. D'un autre côté, l'effet sur le système cardiovasculaire avec des calcifications, notamment ici de l'aorte, des artères coronaires, mais aussi des vaisseaux périphériques, entraînant une rigidité artérielle et des complications à type de mortalité et d'événements cardiovasculaires. On sait d'après ces études, ici c'est DOPS, mais ça a été montré aussi dans d'autres études auparavant, notamment par Jeffrey Block aux États-Unis, qu'il y a une relation entre l'augmentation de la phosphatémie, l'hyperphosphatémie, et les complications cardiovasculaires et notamment le décès cardiovasculaire. C'est représenté ici, vous voyez, quand la phosphatémie augmente jusqu'à 3 millimoles, voire plus, le risque de décéder de cause cardiovasculaire augmente. C'est vrai aussi pour la PTH, avec une courbe qui est un peu en U, avec une augmentation de mortalité quand la PTH est très élevée et une augmentation de mortalité quand la PTH est très basse, avec au milieu une zone assez large où finalement il y a peu d'impact sur la mortalité. Et vous voyez que cette zone, elle est d'environ 100 à 150 picogrammes de PTH jusqu'à environ 600. Et c'est pour ça que dans les CADIGO anciens, et qui sont toujours d'actualité, on nous dit qu'il faut maintenir la PTH et les patients dialysés dans des valeurs qui sont de 2 à 3 fois la normale jusqu'à 8, 9, 10 fois la normale. Donc dans cette zone-là, en dessous, c'est pas bon, au-dessus, c'est pas bon. Et on sait aussi qu'il y a une relation entre l'augmentation du taux de FGF23 chez les patients prévalents en dialyse ou chez les patients incidents en dialyse et la mortalité. Vous voyez ici, en analyse multivariée ajustée sur tout un tas d'éléments, les patients qui ont un quartile de FGF23 les plus élevés ont une mortalité à 1 an qui est plus importante que les patients qui ont un FGF23 considéré comme normal. Et c'est vrai aussi chez les patients incidents en dialyse. Donc, je reviens sur les aspects osseux. Les aspects osseux, globalement, on en a de 2 types pour faire simple. Au milieu, vous avez les patients qui ont un os à peu près normal. Du côté droit, les patients qui ont un taux de PTH très élevé et qui ont souvent un taux de phosphatase alcaline osseuse très élevé ont ce qu'on appelle l'ostéite fibreuse ou ostéitis fibrosa
comme disent les anglo-saxons. Je crois que c'est du grec. Et c'est la complication osseuse de l'hyperparathyroïdie secondaire que l'on voit moins maintenant, mais qui existe encore avec une résorption sous périostée. Vous voyez ici une phalangette qui est complètement rongée. Hein. Ça, c'est le bout du doigt qui a disparu quasiment, enfin l'os a disparu. Et puis au niveau du crâne, un amincissement de la tablette, là, de l'os le plus dur, du tour du crâne, et un aspect qu'on appelait avant poivre et sel de la voûte crânienne. Et de l'autre côté, vous avez des patients qui ont ce qu'on appelle une ostéopathie adynamique ou une ostéomalacie, qui ont un os qui est moins minéralisé et qui se renouvelle moins. Et ces patients-là ont volontiers un taux de PTH bas et un taux de phosphatase alcaline diminué. Et ces patients-là ont aussi des calcifications vasculaires. Et c'est pour ça que vous avez un impact sur la mortalité chez ces patients qui ont un taux de PTH bas. Je passe là-dessus. Ici, vous avez deux exemples, deux photos des complications osseuses de l'hyperparathyroïdie secondaire avec un marquage à la tétracycline. Et donc, quand on fait des biopsies osseuses, ce qui est bien sûr moins fait aujourd'hui, nous, on n'en fait plus à Amiens depuis longtemps parce que ça fait mal, parce que les anapathes ont moins l'habitude maintenant de lire, puisque du coup, comme on leur envoie plus de biopsies, mais dans les recommandations, il est proposé de refaire des biopsies quand on a du mal à faire le diagnostic. On va mettre en évidence une augmentation du nombre des ostéoclastes, une augmentation de la formation osseuse, une augmentation de la surface des ostéoïdes, du nombre des ostéoblastes et de la minéralisation. Tout l'inverse dans l'ostéopathie adynamique. Pour parler, donc ça c'est les photos que je vous ai montrées tout à l'heure, hein, le crâne poivre et sel et l'amincissement du périoste au niveau du crâne, la résorption sous-périostée qu'on voit mieux ici, qu'on voit bien ici. Hein, vous avez première phalange, deuxième phalange, troisième phalange, et vous voyez que cette phalange, la dernière, elle a été bien rongée ici, chez ce patient. Les calcifications, vous les connaissez, calcification de l'aorte, calcification des valves cardiaques, parfois du péricarde et parfois des petits vaisseaux responsables de ce qu'on appelle la calciphylaxie, avec des calcifications qui sont parfois extrasquelettiques au niveau des articulations et non plus au niveau des vaisseaux. Alors ces calcifications, elles sont fréquentes et elles sont graves. Ici, c'est les calcifications coronaires dans 3 études. Une étude des patients en insuffisance rénale modérée à sévère mais non dialysés. Ici, l'étude RIND des patients dialysés incidents. Et ici, l'étude TREAT to Goal des patients dialysés prévalents. Et vous voyez que chez ces patients, 80% d'entre eux avaient des calcifications. Au début de dialyse, plus de la moitié ont des calcifications coronaires. Et avant le stade de dialyse, 40% des patients ont déjà des calcifications coronaires. Ces calcifications, on peut les quantifier à l'aide d'une radiographie d'abdomen sans préparation de profil. C'est ce que recommandent les CADIGO. Vous allez faire cette radiographie, on voit les calcifications aortiques, et si on en a d'un côté et de l'autre de la paroi, eh bien on va mettre un score d'un côté et de l'autre. Si on en a beaucoup, on met 3. Si on en a un peu, on met 2. Si on en a un tout petit peu, on met 1. Si on n'en a pas du tout, on met 0. Vous faites la somme du postérieur et de l'antérieur. Donc ici, c'est 0, 0, 0. Ici, c'est 2 plus 1, ça fait 3. Ici, c'est 3 plus 2, ça fait 5. 3 plus 3, ça fait 6. Le total, il est à 14. Le patient a beaucoup de calcifications. Le maximum, c'est 24. Le minimum, c'est 0. Donc, il est possible, avec une radiographie d'abdomen sans préparation de profil, centrée sur le rachis et bien sûr l'aorte, de quantifier de façon simple les calcifications. On peut, avec des techniques beaucoup plus sophistiquées comme ici, faire de l'échographie endocoronaire et mesurer la quantité de calcium au niveau des artères coronaires. Ici, tout ce qui est rouge, c'est le calcium. Tout ce qui est vert, c'est la fibrose. Donc, vous voyez ici des calcifications chez les hémodialysés, où il y en a partout autour de l'artère, un petit peu moins chez le patient qui a une fonction rénale conservée. Bien sûr, ça, c'est de la recherche. Hein. Ce n'est pas à faire en routine. Nous, on ne fait pas ça, par exemple, à Amiens. On fait ça que dans des études cliniques.
Alors, deuxième partie, la prise en charge. Les désordres, vous l'avez dit, et je vous les remontrer ici, elles sont fréquentes, elles sont potentiellement graves, avec des anomalies biologiques qui sont associées à des événements cardiovasculaires et à la mortalité, et des complications osseuses ou cardiovasculaires qui vont bien sûr aussi contribuer à cette mortalité des patients. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Ben voilà, tout est résumé rapidement sur cette diapositive. Je vous ai dit tout à l'heure que une des causes de cette hyperpara, c'était la carence en vitamine D, et donc on va pouvoir donner de la vitamine D et on va voir pourquoi et comment. Vitamine D, il y en a moins, il y a donc une hypocalcémie, et pour corriger l'hypocalcémie, on peut donner du calcium par la bouche, on peut jouer sur la concentration de calcium du bain de dialyse. Mais bien évidemment, il ne faut pas trop en donner parce que sinon on risque de favoriser les calcifications. Et puis, les patients ont volontiers une hyperphosphatémie, et si c'est le cas, on va jouer sur la qualité de l'épuration extra-rénale, la nutrition éventuellement, et l'utilisation de chélateurs du phosphate pour réduire cette hyperphosphatémie. Et puis, si malgré tout ça, on n'y arrive pas, on peut utiliser des calcimimétiques, il y en a deux, un qui s'utilise par voie orale, un qui s'utilise par voie injectable, et éventuellement, si on n'y arrive toujours pas, on va pouvoir proposer aux patients une intervention chirurgicale de parathyroïdectomie subtotale. On va enlever 3 des 4 glandes, voire même 3 glandes et demie sur les 4 glandes, laisser un tout petit bout. Tout ce qui est réimplantation dans l'avant-bras, tout ça qu'on a fait il y a des années, il faut oublier. Maintenant, les chirurgiens doivent faire de la parathyroïdectomie subtotale en laissant en place un petit bout de la glande. Alors, l'épuration extra-rénale, oui, bien évidemment. Qualité, quantité. Plus vous dialysez, mieux vous allez épurer le phosphate notamment, mais pas uniquement. Et donc là, vous avez le choix entre les différentes techniques. J'ai mis ici hémodialyse intermittente versus classique versus hémodiafiltration ou hémodiafiltration, mais vous pouvez rajouter la dialyse péritonéale, évidemment. Donc on peut jouer sur la technique de dialyse, premièrement. On peut jouer sur la qualité des membranes. Certaines membranes sont plus performantes que d'autres. On peut jouer sur le nombre de séances. On peut jouer sur la durée des séances. Alors évidemment, ce n'est pas facile dans un centre, et d'ailleurs les patients ne l'acceptent pas, de leur proposer 5 séances par semaine, voire 6 séances par semaine. Ce n'est pas possible. On peut faire 5 heures, on peut faire 6 heures de dialyse. Les patients n'aiment pas. Donc c'est difficile. On peut mettre des membranes un peu plus performantes, mais ça coûte cher. Et puis on peut faire de l'hémodiafiltration versus la dialyse, on va dire, conventionnelle. Je reviendrai sur la nutrition après. Quelques mots sur la vitamine D. Alors, là, je vous ai repris les CADIGO. Les CADIGO nous disent, chez les patients qui ont une maladie rénale chronique, y compris au stade 5D, donc dialysé, il est recommandé de doser le taux de 25 OH, et s'il y a un déficit, de corriger ce déficit comme dans la population générale. Alors, bien sûr, nous, en France, le dosage de vitamine D, depuis 5 ou 6 ans, il n'est plus remboursé. En France, vous savez que tous les soins sont remboursés, etc. Le dosage de vitamine D, la sécurité sociale a considéré que c'était plus la peine de le faire. Comme tous les patients étaient carencés, il faut leur donner un peu de vitamine D et puis laissez-nous tranquilles avec le dosage. Alors, ce n'est pas tout à fait vrai chez les dialysés parce que nous, en France, on a la chance chez les dialysés, tout ce qu'on fait, c'est gratuit, c'est remboursé. Mais en pré-dialyse, le dosage de 25 OH n'est pas remboursé. Donc, on donne facilement de la vitamine D à ces patients. Et d'ailleurs, ça marche. Vous avez ici une étude, alors là encore, c'est un peu ancien, ça fait 20 ans. On a donné de la vitamine D ou pas à des patients qui avaient une insuffisance rénale modérée et on améliore la densité osseuse au niveau ici de la colonne vertébrale et au niveau du fémur par rapport évidemment au placebo. Et donc, si on veut renforcer et éviter les fractures, les douleurs, ça peut être intéressant. Il y a des études observationnelles, rétrospectives, qui ont montré que si le taux de vitamine D était bas ou si on donnait de la vitamine D active, on pouvait améliorer la survie des patients. Mais aucune étude
aucune étude randomisée n'a confirmé ceci. Donc, je vous le montre quand même. C'est peut-être intéressant, vous voyez, l'étude ici des patients Fresenius, 36 000, les patients dialysés aux États-Unis dans les centres d'Habitat, l'étude Choice, il y a moins de patients, etc. On réduit, là, ici, il n'y a pas de différence, on réduit un petit peu la mortalité si on donne de la vitamine D. Mais ce ne sont pas des études randomisées, encore une fois. Donc, prudence, prudence. Voilà, ici, on améliore, on réduit la PTH. Donc, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Si vous donnez de la vitamine D active, vous allez faire baisser le taux de PTH par rapport aux patients chez qui ils reçoivent du placebo. Donc, ça marche, hein, bien évidemment. Alors, les KDIGO nous disent, ne donnez pas du calcitriol en routine à tous les patients parce que ça favorise les calcifications. Donc, évidemment, on peut en donner et les KDIGO nous disent, il faut réserver l'utilisation du calcitriol et les dérivés actifs de la vitamine D, ce qu'on n'a pas en France. En France, on n'a que le calcitriol ou le 1-alpha. Mais dans d'autres pays, aux États-Unis, il y a le paracalcitol, il y en a d'autres. Uniquement chez les patients qui ont une hyperparathyroïdie sévère. Les autres, en général, on y arrive sans. Les KDIGO nous disent de maintenir le taux de phosphate dans les valeurs normales, d'éviter les hypercalcémies et d'utiliser un bain en calcium plutôt pauvre entre 1,25 et 1,50 et non pas à 1,75 comme on a fait pendant longtemps. Voilà, bon là c'est la même chose. Alors ils nous disent aussi d'essayer d'utiliser des chélateurs du phosphate qui contiennent moins de calcium pour éviter les calcifications. Alors je reviens au traitement. Je vous ai dit, il y a un lien entre hyperphosphatémie et mortalité, donc on a envie de maintenir la phosphatémie dans les valeurs normales. Comment? La qualité de la dialyse, on l'a dit, l'alimentation éventuellement, mais il faut maintenir, donc je vous ai mis ici un piment pour vous, là, parce que vous mangez plus épicé que moi, mais c'est un plat ici mexicain, ici c'est un plat américain, donc je vous déconseille de manger ça, ça apporte beaucoup de phosphate. Donc, il faut faire la part des choses entre les apports en phosphate qui sont contenus dans les protéines et on en a besoin, et les apports en phosphate qui sont contenus dans des produits dont on a moins besoin, des produits industriels qui sont transformés. Donc ça, souvent, la diététicienne, elle peut nous aider. Donc, petit effet de la modulation de l'alimentation pour essayer de réduire l'hyperphosphatémie. Et puis, sinon, il y a les chélateurs du phosphate. Et là, clairement, ils sont tous équivalents. Ceux qui contiennent du calcium, carbonate, acétate. Ceux qui contiennent du sévélamère, du lanthanum ou du fer. Hein, la diapositive, elle n'a pas le fer, mais vous pouvez mettre le fer avec. Vous oubliez l'aluminium, par contre. Et vous voyez qu'en termes de qualité ou d'importance de réduction du phosphate, tout le monde, tous ces chélateurs font aussi bien. Par contre, certaines études, notamment celle-là, ont montré que si vous donnez du calcium, vous augmentez un petit peu le risque de calcification, 26 semaines, 52 semaines, 2 ans, par rapport aux patients qui reçoivent ici, c'était le sévélamère, donc un chélateur sans calcium. Donc on peut utiliser les chélateurs calciques, mais à dose modérée. Pour le bain de dialyse, il y a cette étude, il y en a une autre, mais cette étude dans le JASN, qui a randomisé 425 patients en 2 groupes, des patients qui avaient une PTH bien contrôlée, on leur met un bain de calcium avec 1,25 de concentration, plutôt bas, ou 1,75. On leur a fait des biopsies osseuses et on a regardé les calcifications. Je ne vous montre pas les données sur la biopsie osseuse, mais ils sont intéressantes. Mais sur les calcifications, vous avez ici des patients qui sont dialysés sur un bain riche en calcium et qui ont une phosphatémie élevée et qui ont un score de calcification coronaire qui augmente, alors que ce n'est pas le cas chez les patients qui ont une phosphatémie normale et ce n'est pas le cas, non c'est ça, chez les patients qui ont une phosphatémie normale, voilà. Si vous donnez beaucoup de calcium, enfin un bain riche en calcium chez des patients qui ont une phosphatémie élevée, vous allez augmenter le risque de calcification. Ok? Si vous avez juste
le calcium seul, ça ne change pas beaucoup. Si vous avez le phosphate seul, ça ne change pas beaucoup. Les deux ensemble, c'est pas bon. Qu'en est-il de la PTH? Alors, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas d'études qui ont été réalisées et qui nous ont permis de savoir quel est exactement le niveau de PTH à proposer aux patients. Et c'est logique parce que je pense que d'un patient à l'autre, c'est différent. Et donc, on a quand même, avec le Cinacalcet, des données qui nous montrent que oui, ça marche, ça fait baisser la PTH. Heureusement, sinon on ne l'utiliserait pas. Vous voyez ici, par rapport au placebo, c'est l'étude initiale de Bloch il y a 20 ans. Et puis du coup, ça fait baisser aussi le calcium et un peu le phosphate, et donc le produit phosphocalcique, donc ça peut être intéressant. Et donc, le laboratoire Amgen qui commercialise le Cinacalcet a voulu essayer de voir si le Cinacalcet pouvait réduire les calcifications vasculaires et réduire la mortalité. Il y a donc deux études qui ont été faites. La première, Advance, qui s'est intéressée aux calcifications vasculaires. Vous avez ici le placebo versus, ici le placebo, versus le Cinacalcet, sur le score de coronaire, calcification coronaire totale, calcification de l'aorte, la valve mitrale ou de la valve aortique. À chaque fois, si vous utilisez un score d'Agaston pour voir combien il y a de calcification ou un score volumétrique, vous avez un effet qui est plutôt en faveur du Cinacalcet par rapport au placebo, avec de temps en temps un effet positif, significatif, quand ça ne croise pas le 1, le 0 ici, ou un effet qui n'est pas tout à fait significatif quand ça croise ici et là. Donc on a l'impression quand même que donner du Cinacalcet aux patients dialysés, ça réduit la progression des calcifications. En termes d'effet sur la mortalité, pas d'effet. Vous avez ici l'étude Evolve qui a été faite sur 2800 patients dans le monde avec un critère composite cardiovasculaire, infarctus, hospitalisation pour angine instable, insuffisance cardiaque, maladie vasculaire périphérique, en intention de traiter versus placebo. Le Cinacalcet a réduit ce critère composite de 7% et ce n'est pas significatif. Par contre, si vous regardez la probabilité d'avoir besoin d'une hyperparathyroïdie, évidemment sous Cinacalcet par rapport au placebo, vous réduisez ce risque de 50%, de 55%. Et si vous regardez le risque de calcification des petites artères et donc de calciphylaxie, vous avez aussi moins de calciphylaxie sous Cinacalcet, 6, contre 18 sous placebo. C'est peu de différence, mais c'est significatif. Je vous rappelle que la calciphylaxie, c'est rare. Et si on regarde l'effet sur la fracture, le risque de fracture, là encore, on a un petit effet, notamment chez les patients qui ont plus de 65 ans. Le Cinacalcet fait mieux que le placebo en termes de réduction du risque de fracture. Bref, alors qu'en est-il de l'autre calcimimétique, le calcimimétique injectable? Eh bien, il marche aussi. Il marche peut-être un peu mieux. Vous avez ici deux figures. La proportion de patients qui vont réduire leur PTH d'au moins 50% par rapport à la valeur initiale ou d'au moins 30% par rapport à la valeur initiale. Étude publiée dans le JAMA où on a comparé le Cinacalcet à ce nouveau médicament qui s'appelle éthylcalcétide. Et vous voyez que l'éthylcalcétide fait mieux que le Cinacalcet, probablement aussi parce que quand on utilise un produit injectable, eh ben on est sûr que le patient va recevoir le médicament, alors que le Cinacalcet, ben c'est un comprimé à prendre tous les jours. Et il y a des patients qui vous disent oui, je l'ai pris, mais ils ne l'ont pas vraiment pris. Et donc peut-être il est un peu moins efficace aussi à cause de ça. Voilà. Et puis en termes de tolérance digestive, c'est pareil. Il y a aussi avec ce médicament par voie injectable des nausées et des vomissements, comme avec le Cinacalcet. Alors, sachez qu'en France, les médicaments qui sont administrés en intraveineux ou en sous-cutané pendant la séance de dialyse ne sont pas remboursés en plus. Tout est inclus dans le remboursement de la séance de dialyse. Ce qui fait qu'il est plus intéressant sur le plan financier pour un centre de dialyse de donner du Cinacalcet
par rapport à l'éthylcalcétide, qui est considéré comme plus cher. Mais c'est peut-être pas partout pareil. Donc je vous dis ça, donc en France, l'éthylcalcétide, il est utilisé dans 20 à 25% des cas, et le sinacalcète oral est utilisé chez à peu près 70% des patients qui sont traités par calcimimétique. Hein. La plupart des patients ne reçoivent pas de calcimimétique. Voilà, effet sur la calcémie, la phosphatémie, pareil, l'éthylcalcétide fait un petit peu mieux que le sinacalcète. Donc pour terminer, je vous remets c'est ma dernière diapositive. Je vous remets cette diapositive qui résume bien les choses, je pense, en termes de prise en charge pour améliorer les conséquences et réduire les conséquences des désordres du métabolisme minéral et osseux au cours de l'insuffisance rénale chronique. Il faut, en amont, c'est-à-dire le plus tôt possible, essayer d'anticiper les choses, éviter la carence en vitamine D ou la corriger rapidement, éviter l'hypocalcémie, éviter l'hyperphosphatémie pour éviter l'hyperparasévère qui va malheureusement, chez certains patients, nécessiter l'utilisation du calcimimétique, ça va encore, ou la parathyroïdectomie chirurgicale, pardon, et avoir les conséquences dont on a parlé, osseuses et cardiovasculaires et sur la mortalité. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. J'ai été peut-être un petit peu long, je ne sais plus, et bien sûr à votre disposition pour répondre à vos questions. Allô, allô. Allô, je vous entends. Allez, monsieur le modérateur, très bien. Très bien, très bien. Ça va. D'abord, docteur Damba. Oui. Merci, professeur Gabriel Soukroun, pour ce brillant exposé. Le professeur a insisté sur la physiopathologie en nous mettant en exergue le triade, la carence en vitamine D, l'hypocalcémie et naturellement l'hyperparathyroïdie. Sur la prise en charge aussi, le professeur a insisté sur la prise en charge précoce des carences en vitamine D, l'hypocalcémie. Donc, ce qu'on a aussi retenu, les médicaments et aussi certains bilans aussi ne sont pas toujours remboursés en France. Donc, apparemment, nous avons les mêmes préoccupations qu'en Afrique, parce qu'ici aussi, les bilans, de même que les médicaments, sont à la charge du patient. Donc, je ne sais pas trop comme alternative proposée, est-ce qu'on ne va pas passer vraiment à la dialyse de qualité? Bon, donc, je ne sais pas, les dialyses de 5 heures ou bien essayer de changer essayer d'avoir aussi les membranes de high flux. Donc, peut-être c'est une alternative. Mais professeur, je voudrais poser une question avant de laisser la parole aux collègues. L'administration de vitamine D systématiquement en consultation, c'est à quelle dose? Alors nous on donne, il y a une question sur le 1-alpha, j'y reviendrai après. Nous on donne du 25OH, hein, de l'UV-dose ou peu importe, de la vitamine D qu'on appelle native, et on donne volontiers 100 000 unités tous les mois, tous les 2 mois, tous les 3 mois, en fonction des besoins du patient. Alors, nous, on vit dans un pays où on n'a pas beaucoup de soleil. Nous, il n'y a pas beaucoup de soleil, notamment l'hiver. Donc, moi, l'hiver, je donne une ampoule d'UV-dose tous les mois aux patients. Et l'été, je donne tous les 2 ou 3 mois, parce que le soleil, en général, il y a moins de carence. L'UV-dose ou l'équivalent, hein, vous avez peut-être... Prof Fari, est-ce que vous pouvez couper votre micro, s'il vous plaît? Prof Fari. Professeur Fari. Professeur Fari. Il n'a pas fait exprès. Professeur Fari. Oui.
Coupe ton micro. Votre micro est ouvert. Désolé. Voilà, c'est bon. Merci. Oui, donc, alors, je ne sais pas ce que vous avez, vous, comme vitamine D native. Je reviendrai Oui, après sur on le a alpha. l'UV-dose. On a l'UV-dose. Donc, si vous avez l'UV-dose, alors chez nous, l'UV-dose n'est pas très cher. Je crois que ça doit être 2 euros ou je ne sais pas combien, ou 3 euros l'ampoule. Bon, c'est remboursé, hein, je sais, mais c'est quand même pas très cher. Et donc, je pense que si vous avez la possibilité de donner de l'UV-dose à vos patients, il faut donner ça précocement pour éviter que l'hyperpara sévère ne s'installe et qu'après, vous ayez besoin d'utiliser des médicaments qui sont très chers, qui sont compliqués à utiliser, etc., et qui sont à la charge du patient, évidemment. Voilà comment je vois les choses pour la vitamine D, pour l'UV-dose. Voilà ce que nous, on fait. Le 1-alpha, donc la vitamine D active. Moi, je ne l'utilise que chez les patients dialysés. Je ne l'utilise jamais ou quasiment jamais dans l'hyperpara secondaire, hein, chez les patients non dialysés, avant. Et chez les patients dialysés, je ne l'utilise que dans les formes d'hyperpara sévères. Le plus souvent, avec une bonne dialyse, une nutrition adaptée, mais les patients, ils font ce qu'ils veulent. Hein. Bon, ils n'écoutent pas toujours ce qu'on leur conseille comme alimentation. Essayez de ramener le phosphore à la normale et une calcémie proche de la normale. En général, on n'a pas besoin de 1-alpha. On arrive à maintenir les choses avec des PTH qui sont aux alentours de 5, 6, 7, 10 fois la normale. Et c'est les rocos, c'est bon. Et de temps en temps, malgré tout, on n'y arrive pas. Et c'est là où j'utilise le 1-alpha en oral. Moi, j'utilise très peu le 1-alpha injectable, je donne en comprimé. Pour répondre à la question de notre ami du Burkina qui a posé la question sur le 1-alpha, sur le chat. Avez-vous d'autres questions? Merci beaucoup, professeur Choucroune. S'il y a d'autres questions, la parole est à celui ou celle qui veut la prendre. Bonjour, président, modérateur. Oui, professeur Niang. Oui, professeur, mes respects. Merci, Gabriel, pour cette très belle présentation. Merci à toi. Je remercie aussi pour cette belle initiative que vous avez bien voulu prendre avec nous pour nous accompagner dans la formation, comme vous l'avez toujours fait en recevant nos étudiants. Alors, Gabriel, ma question, c'est par rapport au rechute de l'hyperparathyroïdie après PTX. Nous avons actuellement dans notre pratique des cas extrêmement difficiles de malades qui ont été parathyroïdectomisés. Très souvent, c'est une hyperplasie, mais qui, après, ont repris une hyperparathyroïdie comme au début, avec des taux de 20-30 fois la normale. On les met sous calcimimétique et ça répond bien, mais nos malades n'ont pas la possibilité de prendre un traitement à 200 000 francs par mois. Et très souvent, comme vous le savez aussi, c'est très difficile de retourner dans la zone. On a essayé chez certains malades avec beaucoup de risques et on n'a pas pu. Et donc, qu'est-ce que vous proposez, vous? Parce que je vous ai entendu dire que vous n'êtes pas favorable à la parathyroïdectomie totale avec autogreffe sur des zones beaucoup plus accessibles. Merci. Alors, c'est une vraie difficulté parce qu'effectivement, ce qui est recommandé, c'est la parathyroïdectomie subtotale dans un premier temps. Donc, on laisse un petit morceau. Et malheureusement, il y a des patients qui vont récidiver avec ce petit morceau qui va rester hyperplasique et qui va grossir et qui va reproduire beaucoup de PTH et donc récidive. Et donc là, c'est délicat. Donc effectivement, la situation, quand on a la chance, entre guillemets, d'avoir des patients qui ne payent pas leurs médicaments et donc qui peuvent prendre le Cinacalcet ou le calcimétique, eh ben, on essaye et si ça marche, si on arrive à freiner et à revenir dans des valeurs acceptables, on en reste là, nous, puis les patients prennent le médicament pendant des mois et des mois et des années. Mais si ce n'est pas possible, ou s'ils ne répondent pas, on peut leur proposer une deuxième intervention. Et cette fois-ci, alors je sais que c'est difficile. Hein. Sur le plan chirurgical, moi je ne suis pas chirurgien, mais je sais que c'est difficile. On peut leur proposer une deuxième intervention de parathyroïdectomie, cette fois-ci totale.
on enlève le fragment qui reste. Le problème de la parathyroïdectomie totale, c'est que les patients peuvent se retrouver donc évidemment en hypopara, avec plus de PTH du tout, et des problèmes d'hypocalcémie et des problèmes osseux. Donc c'est pour ça qu'on n'aime pas trop faire ça au début, mais que parfois on est obligé dans un second temps. Pourquoi je n'aime pas la réimplantation? En fait, c'est les recommandations et les spécialistes qui nous disent, et c'est vrai, moi j'ai été confronté à ça. Quand on faisait de la parathyroïdectomie subtotale avec réimplantation du petit fragment dans le muscle de l'avant-bras, par exemple, malheureusement ensuite, les cellules diffusent et vous allez avoir des cellules parathyroïdiennes qui vont coloniser tout le muscle. Et si vous avez une récidive, alors là, vous ne pouvez plus vous en sortir parce que tout le muscle est bourré de cellules parathyroïdiennes et la seule solution, c'est d'enlever le bras. Évidemment, ça, on ne le fera jamais. Ça serait débile. Donc, on n'a plus de solution thérapeutique. C'est pour ça que les chirurgiens, maintenant, les experts de l'hyperpara, disent ne faites plus de réimplantation, laissez la glande restante au niveau du cou, et si on doit réintervenir, on essaiera de réintervenir, sachant que c'est difficile, parce que quand vous avez opéré un cou une première fois, après, vous savez comme moi, il y a de la fibrose, il y a de ceci, il y a de cela, ça colle, et la deuxième intervention est beaucoup plus risquée, comme tu l'as dit, sur le plan saignement, sur le plan risque de couper le nerf récurrent, etc. Malheureusement, on n'a pas trop le choix, donc c'est ce qu'on est amené à faire. Mais c'est vrai que ça nous arrive aujourd'hui, depuis des années, beaucoup, beaucoup moins souvent qu'avant, parce que les patients ont la chance de pouvoir prendre le Sinacal 7. Et alors, quand ce n'est pas possible, parce que je sais que c'est un médicament qui coûte cher et que c'est à la charge des patients, c'est là où on est dans des situations très compliquées. Donc là, vous pouvez utiliser le 1-alpha pour essayer de freiner, mais là aussi, le 1-alpha, c'est moins cher que le Sinacal 7, mais c'est aussi à la charge du patient. Et vous pouvez jouer sur la qualité de dialyse, mais quand votre patient a une PTH à 20, 30, 40 fois la normale, avec la dialyse, vous ne vous en sortirez pas, malheureusement. Donc c'est super compliqué. C'est super compliqué. Merci. Pas plus tard ce matin, j'en ai vu une là. Donc, j'étais emmerdé. Elle voulait plus faire opérer. Elle ne tolérait pas le Sinacal 7 parce qu'elle vomissait comme c'est pas possible. Oui, ouais. Même si elle pouvait l'avoir, je lui dis qu'il faut essayer de reprendre le Sinacal 7. On va jongler, sinon il faut retourner au bloc parce qu'elle a 30 N. Ouais. Bah oui, oui. Et puis là, elle va avoir des complications, c'est sûr. C'est sûr que là, c'est difficile. Ouais. Il faut vraiment travailler avec un chirurgien qui a l'habitude de ces hyperparas. C'est pas toujours simple. Nous, quand j'étais à Paris, à l'hôpital Necker, on travaillait avec un chirurgien qui était à l'hôpital Saint-Louis, hein, qui était un gars exceptionnel. Voilà, exactement, Émile Sarfati. Ouais. Mais à Amiens, j'ai mis 10 années à trouver un chirurgien qui savait bien opérer les parathyroïdes. Hein. C'est pas facile. Hein. Bon, on peut au moins recevoir 2 ou 3 questions parce que déjà on a dépassé le timing. Oui. Il y a quelqu'un, c'est le docteur Ibrahima. Oui, docteur Diallo de Saint-Louis. Oui. Merci, monsieur le modérateur. Quelle belle modération. Merci, docteur. Félicitations au professeur Gabriel Soukoum pour sa belle présentation sur les troubles minéraux osseux. Merci. Et quel plaisir de retrouver le professeur Farika, le professeur Abdounia, il y a presque toutes les sommités de la néphrologie sénégalaise. Bravo. Est-ce que vous m'entendez? Moi, oui. Allô? Oui, moi, je vous entends. Oui, on vous entend. On vous entend, docteur Diallo. Merci, oui, monsieur. Vous êtes bien entendu. Ah, d'accord, très bien, ça fait plaisir. Donc, la joie est partagée. En fait, j'ai juste une petite préoccupation par rapport vraiment à l'hyperphosphorémie.
qui est très fréquente au stade de dialyse. Nous savons tous que c'est favorisé par l'apport alimentaire et l'extraction insuffisante réalisée au niveau de l'hémodialyse. Et nous savons que le phosphore alimentaire est absorbé dans plus de 50%, 50-60%. L'hémodialyse n'en retire qu'environ 30%, c'est-à-dire une séance de dialyse bien faite ne peut jamais retirer totalement le phosphore. Donc cela signifie que la balance est toujours positive. Ouais. Dans un schéma classique de 3 séances de dialyse, 3 séances de 4 heures par semaine. Or, le problème que nous rencontrons actuellement, premièrement, on n'a pas de diététicien pour accompagner vraiment nos malades, ça c'est un véritable problème. Et deuxièmement, le recours à des chélateurs oraux de phosphore est vraiment très insuffisant parce que c'est à leur portée. Donc, ils doivent acheter leur chélateur de phosphore et l'accessibilité est très, très difficile. Et du coup, on se retrouve dans une situation, je peux dire, dans une situation difficile qui ne nous permet pas, d'anticiper, autrement dit l'hyperparathyroïdie secondaire, et deuxièmement, on peut même dire que presque tous nos malades sont des porteurs d'hyperparathyroïdie secondaire, en analysant autrement dit cette situation. Je vais juste vous donner un exemple. Il m'est arrivé il y a quelques mois de cela d'engager un bilan phosphocalcique chez tous mes malades et de voir combien parmi eux ont une hyperparathyroïdie secondaire. Je vous avoue que j'ai une quarantaine de malades. Sur les quarantaines, il y a une dizaine qui ont réussi à faire la PTH. Mais sur les 10 qui ont fait la PTH, 6 avaient une hyperparathyroïdie sévère. Et quand je dis sévère, c'est qu'ils ont des PTH plus de 1000. L'un avait 1500. Vraiment, ça montre quand même que la situation est parfois difficile. Maintenant, les 30 autres malades, malheureusement, n'ont pas pu faire parce que tout simplement, c'est difficilement très accessible parce que c'est à leur charge. Finalement, parmi ces 6 malades qui avaient... Bon, alors, excusez-moi, Gallo, est-ce que tu peux aller directement à ta question parce qu'il y a d'autres questions qui attendent. Excuse-moi. D'accord, ma question elle est très simple. Comme la balance, autrement dit, est toujours positive dans un schéma de 3 séances classiques de dialyse, et on dit qu'une bonne séance de dialyse permet d'épurer le phosphore, maintenant, que recommande le Cardigo par rapport, autrement dit, à une bonne séance de dialyse adéquate pour extraire le phosphore dans une situation comme ça? Je vous remercie. Peut-être que vous avez donné beaucoup de commentaires. Merci. Non, mais c'est très important, mais vous avez raison. Aujourd'hui, ce qui est recommandé, c'est une bonne séance de dialyse et on évalue ça par soit le cathé sur V, soit l'épuration de moyennes molécules avec un schéma qui est 4 heures minimum et une membrane de qualité. Il y a plusieurs marques de membranes, peu importe, mais des membranes, on dit biocompatibles avec des performances de dialyse qui sont de qualité, que vous connaissez. Bon, il y en a plein. Voilà, je ne sais pas si vous voyez la diapositive, mais sur ma diapositive, là, que je n'ai pas montré, que j'avais masqué parce que je ne voulais pas rentrer trop dans le détail, effectivement, on voit que malheureusement, le bilan du phosphate hebdomadaire est toujours positif. Si les patients mangent normalement, ils vont avoir des apports en phosphate qui sont supérieurs à ce que peut épurer une machine 3 fois 4 heures, quelle que soit la technique, même si vous faites de l'hémodiafiltration, etc. Donc, le recours au chélateur du phosphore est très souvent nécessaire chez les patients qui mangent correctement et qui ont suffisamment d'apport en protéines. Alors, le chélateur... Les chélateurs du phosphate, ça peut être du calcium. Maurice, vous parlez trop fort. On entend tout. Je vais l'expliquer.
Et donc, ce que vous pouvez proposer, parce que c'est moins cher, c'est l'utilisation de petites doses de calcium à prendre pendant le repas, carbonate, acétate, peu importe. Et ça peut aider. Mais je suis d'accord avec vous, c'est compliqué quand les patients doivent payer leurs médicaments. Les chélateurs du phosphate de type sévélamère, etc. sont beaucoup plus chers. Et donc, c'est compliqué. En plus, ils ont des troubles digestifs, etc. Donc, en termes de qualité de dialyse, il faut faire au minimum 4 heures et au minimum 3 fois par semaine si l'organisation est possible pour vous. Allô? Oui. Docteur Diallo, je ne sais pas si vous avez entendu ma réponse et si vous êtes... Il y a beaucoup de conférences là. Docteur Maurice, est-ce que vous pouvez éteindre votre micro? Je ne vous entends plus. Je ne vous entends plus. Voilà, c'est... Là, je vous entends. Allô? Là, je vous entends. Allez-y, allez-y. Allô? Vous Oui, m'entendez? je vous entends. Oui, oui. Oui, c'est magnifique votre réponse, c'est vraiment très très joli. J'ai juste une petite question avant de clôturer vraiment ma participation. Bon, docteur Diallo, il y a d'autres gens qui veulent poser des questions actuellement. Ouais. Une dernière question, s'il te plaît. En fait, le bain de dialyse dont nous disposons, la 30 secondes, 30 secondes. hein. Oui, le bain de dialyse, calcium, oui. 1,50, 1,75. Oui. Eh bien, il y a certaines recommandations stipulent quand même qu'en partant au début de la séance de dialyse, si nous partons avec une concentration élevée de calcium dans le bain, on peut arriver, autrement dit, à contrôler l'hyperparathyroïdie. Je ne sais pas si vous avez de l'expérience par rapport à ça. Oui, nous, on ne fait pas d'évolution, enfin, on ne fait pas varier le taux de calcium dans le bain pendant la séance, mais effectivement, plus la concentration de calcium du bain, donc 1,75, est élevée, plus vous allez freiner votre PTH parce que vous allez avoir un bilan calcique positif pendant la séance. C'est-à-dire que le patient va recevoir du calcium du bain vers le sang, puisque vous avez 1,75 en calcium libre, contre en général un 30, un 40, un 25 chez le patient. Donc le bilan est positif. Il y a des entrées de calcium vers le patient, du bain vers le patient. Donc vous allez avoir un apport de calcium et donc une freination de la PTH. Le problème, c'est qu'il a été montré, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, chez les patients qui sont hyperphosphatémiques, on va entraîner plus de calcification vasculaire. Donc il faut trouver un équilibre entre tout ça et les recommandations. Et moi, je ne recommande plus d'utiliser 1,75. Je pense que 1,50, voire même 1,60 si vous pouvez l'avoir, pas toujours facile, c'est mieux que 1,75. Mais 1,50, c'est pas mal parce que déjà 1,50, vous êtes en bilan positif. Légèrement positif, mais vous êtes déjà en bilan positif. 1,25, moi je trouve que c'est trop bas. Les Américains utilisent beaucoup 1,25. Ça favorise l'hyperpara. Mais les Américains, ils utilisent 1,25 pour limiter les calcifications et ils donnent du Cinacalcet à tout le monde. Donc ça, c'est une autre affaire. Nous, on préfère 1,50, ça freine un peu et ça n'entraîne pas trop de calcification ou pas du tout. Et donc, on est à peu près neutre. Donc, si vous avez la possibilité, je recommanderais plutôt 1,50. Sauf ponctuellement, si vous avez un patient qui a une hyperpara très sévère, avec une calcémie pas très élevée, si vous voulez, pendant un mois ou deux, utiliser pendant les séances un bain à 1,75, vous pouvez. Vous allez améliorer vous allez freiner un peu la PTH, mais pas trop longtemps pour ne pas induire de calcification. Merci beaucoup, merci encore et merci à tous. Vraiment, félicitations. Merci. Merci docteur Diallo. Merci, professeur. Je ne vois pas d'autres mains levées. Bon, donc, on va donner la parole au professeur Farika.
Allô, professeur? Oui, bonsoir. 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 Non, mais donc, merci beaucoup, professeur Gabriel, pour vous être rendu disponible cet après-midi pour nous parler des troubles phosphocalciques qui constituent un énorme problème chez nous. Hein. Nos malades, après 10-15 ans de dialyse, ont tous des fractures, des traitements. Je dis que ça, c'est vraiment le gros problème auquel nous sommes actuellement confrontés. Et la prise en charge, elle n'est pas aisée. Heureusement qu'on avait quand même fidélisé un chirurgien qui nous faisait le PTX. Mais de temps en temps, effectivement, on a des récidives. Hein. Et le malade, souvent, il n'est pas très enclin à repasser au bloc. Et le Cinacalcet, pour le moment, il est hors de portée parce que c'est 300 €. La boîte, il ne fait pas un mois. Oui, c'est sûr. C'est 300 € après. Donc, vraiment, merci encore une fois pour nous avoir entretenu de ce sujet qui concerne tous les... Je pense que tous les collègues ont pris bonne note des recommandations. Ils feront de leur mieux. Et avant de vous quitter, je pense que j'invite d'emblée pour nous reparler de l'ennemi, qui est qui est également votre passion. Ça également, ce sera à votre convenance. Nous sommes disponibles. Avec plaisir. Avec plaisir. Voilà, merci beaucoup et merci à tout le monde d'être venu, d'avoir été présent. Merci beaucoup. À bientôt. Merci à vous. Hein. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Merci. Allez, au revoir.